Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, le 30e sommet de l'Union africaine tenu les 28 et 29 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie, sur le thème « Gagner la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique ». La plupart des discussions ont tourné sur la question de l'autofinancement de l'Union africaine. Déterminée à s'affranchir de la tutelle des bailleurs étrangers, les pays membres de l'organisation continentale ont décidé de prélever une taxe de 0,2% sur les importations éligibles et la création d'une zone de libre-échange. Cette décision va-t-elle créer les conditions de l'indépendance financière de l'institution? Comment la rendre beaucoup plus efficace, d'autant plus qu'elle est souvent critiquée pour ses lourdeurs bureaucratiques et sa lenteur à appliquer des décisions adaptées. Décryptage dans cette émission au cours de laquelle il sera également question du Kenya avec le leader de l'opposition Raila Odinga qui est investi ce mardi parti des partisans comme ce qu'il qualifie de président du peuple. Et pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Moustapha Samb. Vous êtes docteur en communication politique, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Samb, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Avec nous également sur ce plateau, Papa Samba Kane, éditorialiste, journaliste, écrivain et formateur. Merci, Papa Samba Kane, d'être avec nous. Merci, Diallo. Je suis heureux d'être avec vous. Merci, messieurs, donc, d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Nous le disons à l'entame de cette émission avec la réforme de l'institution panafricaine ainsi que la question de l'autofinancement du budget de l'Union africaine. Comment s'affranchir de la tutelle étrangère? La question était au centre du huis clos des chefs d'État et de gouvernement qui a précédé l'ouverture de ce sommet avec la proposition du prélèvement d'une taxe de 0,2% sur certaines importations et qui est toujours source de divergence. Le récit est signé Daouda Sow. Pour arriver à s'autofinancer, l'Union africaine demande à chacun de ses États membres de générer des revenus en taxant à 0,2% un certain nombre de produits importés. C'était l'une des importantes décisions du 27e sommet de l'organisation qui s'est tenu du 17 au 18 juillet 2016 à Kigali au Rwanda. La proposition émanait à l'époque du président Paul Kagame, aujourd'hui président de l'Union africaine. À l'issue du 30e sommet de l'UA tenu à Addis Abeba, les dirigeants du continent africain ont réussi à avancer dimanche 28 janvier sur les réformes proposées par Paul Kagame, successeur du président guinéen Alpha Condé. Parmi ces réformes figure en bonne place le prélèvement d'une taxe à hauteur de 0,2% sur les importations de certains produits pour financer l'Union africaine. Certains pays ont déjà adopté cette mesure, environ une vingtaine, mais d'autres restent toujours réticents. C'est ce qu'a tenu à expliquer le président sortant de l'institution. Alpha Condé a révélé qu'à ce jour, plus d'une vingtaine d'États ont adopté la mesure, ce qui constitue un motif de satisfaction et d'espoir. Selon lui, une dizaine aussi a commencé à s'engager dans le processus. Alpha Condé les enjoint à travailler avec le comité des ministres de l'économie et des finances pour aplanir les divergences relatives à la mise en œuvre du prélèvement. Quant aux États membres réticents à la mesure, comme l'Égypte et l'Afrique du Sud, leurs économies sont plus tournées vers l'extérieur. Pour ces pays, des mesures spécifiques sont déjà envisagées pour faciliter la mise en œuvre de la mesure. Cette taxe de 0,2% à prélever devrait servir à financer 100% du budget de fonctionnement de l'UA, 75% de ses programmes et 25% des opérations de soutien à la paix. Des États comme le Sénégal, le Ghana, le Bénin et le Malawi ont mis en place des processus juridiques et administratifs internes pour permettre la mise en œuvre de la décision. D'autres, comme Maurice et les Seychelles, malgré leurs contraintes économiques et juridiques nationales, ont réitéré leur plein attachement au principe de financement de l'UA. Papa Samba Kane, prélever une taxe de 0,2% sur les importations sur le continent pour financer le fonctionnement du budget de l'organisation continentale et le programme d'investissement de l'Union africaine. Comment appréciez-vous cette mesure de l'institution panafricaine? Je crois que déjà la mesure, la cause de la mesure, c'est-à-dire gagner l'indépendance financière de l'Union africaine, est salutaire. Le moyen technique de le faire, d'appliquer une taxe, ce sera une taxe supplémentaire sur certains produits d'importation, est un moyen technique comme un autre. Des experts se sont réunis depuis après le sommet de Kigali autour de son futur président d'alors, Paul Kagame, pour proposer entre autres cette mesure-là dans un cadre de réforme plus globale. Moi je salue un peu cette dynamique
de l'Union africaine, tout en étant un peu sceptique, parce qu'il s'agit en réalité de volontarisme qu'on trouve chez le réformateur Kagame. Est-ce qu'il sera suivi par tout le monde? Déjà, les réticences de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, que je qualifie de calcul d'épicier, puisque nous risquons de cotiser plus parce que nous avons une économie un peu plus tournée vers l'extérieur, etc. Il devrait avoir un peu, se regarder un peu attention, faire un peu attention, parce que les Seychelles, des petits pays, qui ne sont même pas membres fondateurs, par exemple, comme l'Égypte, sont engagés. Des petits pays comme le Sénégal a déjà mis le cadre juridique pour lui permettre cela. C'est quelque chose qui me ramène à ce que je disais tout à l'heure, que je suis un peu sceptique, un peu refroidi par un commentaire qui est en train de courir sur le plan international chez les observateurs. Oui, on a senti moins d'enthousiasme des chefs d'État au cours de ce sommet parce que son thème était axé sur la corruption. Parce qu'on parle de corruption, il y a de la froidure autour de ce sommet. C'est quelque chose, une sorte d'aveu de quelque chose d'assez gênant pour l'Africain que je suis. Et à part cela, bien sûr, il faut saluer le volontarisme de Kagame en espérant qu'il tirera ses collègues chefs d'État assez pour que dans un an, au prochain sommet, on en soit à quelque chose de plus encourageant. Encore qu'il y a déjà, en général, les réformes, que ce soit sur ce plan ou un autre, prenaient beaucoup de temps à venir. Nous sommes combien? 54 États? C'est bien ça. Il y a déjà 20 qui acceptent, qui se sont engagés. 10 sont dans un processus, ça fait 30. Et or, l'affaire n'est vieille que d'une année. Bon, on peut espérer quand même que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, la réforme connaîtra un rapide terme d'exécution. Alors, en attendant, Moustapha Samb, cette décision, c'est vrai qu'elle est encore sous de divergences plutôt, j'allais dire. Elle ne fait pas l'unanimité. Il y a déjà des États africains, des États membres qui sont encore réticents. Aujourd'hui, est-ce que cette décision va créer réellement les conditions de l'indépendance financière de l'organisation continentale? Merci beaucoup, M. Diallo. Je suis très content de partager ce plateau avec mon ami et frère Pape Samba Kane pour dire donc que l'Afrique vit actuellement, jusqu'à présent, les tares de l'Organisation de l'Unité africaine. En d'autres termes, l'Union africaine continue de vivre les tares de l'OIA. On ne peut pas vouloir réformer tout en étant réfractaire à l'innovation. Il faut que les Africains sachent ce qu'ils veulent. Parce que l'OIA dépend à 70% des bailleurs de fonds extérieurs. L'Union africaine, excusez-moi, des bailleurs de fonds étrangers. L'Afrique aujourd'hui veut prendre son destin en main, veut assumer ses responsabilités à l'échelle du monde. Tout le monde sait qu'une organisation de la dimension de l'Union africaine ne peut pas vouloir être efficace tout en étant dépendant de l'extérieur. C'est une aberration. C'est une hérésie. C'est la raison pour laquelle moi je salue, en tout cas, cette initiative qui consiste à prélever des taxes sur certains produits d'importation. C'est vrai que certains pays sont réfractaires par des calculs d'épicier, comme vient de le dire mon ami Pape Samba Kane, parce que disant qu'ils vont cotiser plus. Moi, je crois que c'est aussi lié à un certain nombre d'éléments, le conservatisme dont ils sont victimes. Ils veulent secouer le cocotier, mais en même temps, ils veulent conserver des intérêts, soit de positionnement sous-régional ou des intérêts géostratégiques, ce qui dénote un manque de patriotisme de la part de ces dirigeants-là. Moi, je crois qu'il faut que l'Afrique, les Africains, sachent ce qu'ils veulent. Il faut aujourd'hui aller dans le sens d'une prise en charge du financement de l'Union africaine. Parce que même les cotisations, les États ne sont pas disciplinés. Il n'y a que quelques grands États qui cotisent.
l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie. La plupart des États africains ne cotisent pas. Et pourtant, Moustapha Samb, l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, est en train de réussir cette expérience parce que juste, elle exige à ses pays membres de cotiser à hauteur de 1,2%. Pourquoi ne pas expérimenter, même si la transposition ne peut pas, donc, est un peu relative, mais elle est en train aujourd'hui de réussir cette expérience. Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il faut aller vers des sanctions parce que il n'est pas normal que l'UA continue de dépendre de l'étranger. On ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas régler un problème, un conflit, on ne peut rien faire par manque de moyens. Si on prend l'exemple, par exemple, du G5 Sahel, aujourd'hui, on est incapable de commencer à démarrer les activités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Des 277 milliards demandés pour démarrer les activités, le G5 Sahel n'a actuellement que 71 milliards. Donc le reste, on attend l'injection de moyens financiers émanant de certains pays arabes ou occidentaux. Donc il faut quand même qu'on mette en branle un processus de prise en charge, même si c'est progressif. Je suis pour qu'on applique la décision, que les pays hésitants adhèrent à cette nouvelle, en tout cas, initiative de Paul Kagame, qui est un président, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, il s'est révélé être parmi les plus brillants chefs d'État africains. Il a réussi à remettre sur pied l'économie de son pays, à moderniser, à développer le Rwanda, qui sort d'un génocide qui a vraiment bouleversé l'humanité toute entière. Donc je pense que, en tout cas, cette nouvelle génération, Kagame, la soixantaine, Macky Sall, c'est à eux, en tout cas, de secouer le cocotier pour permettre à l'Afrique, en tout cas, d'amorcer le processus non seulement de son développement, mais de son unité. Parce que tant que l'Afrique n'est pas unie, elle va vivre de façon marginale et elle va continuer à être faible face à l'évolution donc du monde. Alors, Pape Samba Kane, cette mesure est remise au goût du jour au moment où on parle du financement du G5 Sahel, surtout quand on sait que la question de la sécurité relève de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, comment rendre l'Union africaine beaucoup plus efficace et crédible? Oui, d'abord en identifiant les véritables problèmes, parce que bien sûr, j'ai parlé des calculs d'épicier de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, c'est quasiment une caricature, même si elle est vraie. Il y a des problèmes qui sont plus fondamentaux, je crois. Il y a des problèmes de fond qui tiennent à l'indépendance même des pays. Si vous voulez avoir un regroupement qui s'appelle l'Union africaine, dont vous voulez l'indépendance, jusqu'à souhaiter qu'elle commence par une indépendance financière, ce qui est tout à fait justifié, parce que si vous n'êtes pas indépendant financièrement, vous ne pouvez pas l'être ailleurs. Il faudrait d'abord que les États eux-mêmes soient indépendants des anciennes tutelles ou des partenaires nouveaux. Parce que derrière l'attitude de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, il y a, je vais dire, Donald Trump, il y a l'Amérique. Le nouveau président américain ne veut pas entendre parler de nouvelles taxes commerciales chez ses partenaires importants. Or, en Afrique, il n'y a pas un partenaire plus important pour les États-Unis que l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et je crois, les observateurs le disent, c'est rien je n'invente rien, que derrière cette attitude-là, il y a aussi, surtout d'ailleurs, pense-t-il, cette pression américaine qui ne dit pas son nom. Justement, sur cette question, Pape Samba Kane, est-ce qu'aujourd'hui, les accords de partenariat économique ne peuvent pas être constitués un facteur de blocage compte tenu que l'Afrique n'importe plus qu'elle exporte? Vous savez, à l'origine, dès que l'affaire a été brandie, en tant qu'éditorialiste, à l'époque je chroniquais dans un magazine qui s'appelait Weekend, j'étais parmi les premiers Sénégalais, c'est la première fois que j'étais d'accord avec Abdoulaye Wade d'ailleurs, à penser que ces APE n'étaient pas une bonne chose. Mais par rapport à la fonction, à la marche des nations, j'ai une attitude qui consiste à ne pas, agir comme quelqu'un qui s'opposerait au moulin à vent. C'est quelque chose est parti, les APE, je crois qu'on ne peut plus
arrêter le processus. Il est déplorable. Il faut essayer de voir comment surfer autour de ça. Produire plus, produire des choses originales que nous pourrions vendre en Europe pour équilibrer une balance commerciale qui va être encore plus déficitaire de notre côté quand les APE entreront en jeu. Vous voyez Dakar, tous ces magasins français qui fleurissent, qui viennent, les nouveaux, tout le monde qui vient là, je ne dis pas de nom, mais on les voit tous les jours, mais ils viennent parce qu'il y a les APE. Ils savent que les produits qu'ils vont proposer aux Sénégalais, même si les Sénégalais sont des consommateurs moins nantis que les consommateurs européens, vont être à leur portée et que leurs marchés ne désempliront pas. On le voit, il faut les nommer avec Auchan, qui ouvre jusqu'à minuit, qui est 2 fois plus cher que les magasins traditionnels qui étaient venus ici avant lui, etc. Les APE sont un avantage certain pour les exportations européennes. Ce pourquoi nous étions contre, c'est que nous nous disions brutalement, nous n'avons rien ou quasiment rien à vendre à l'Europe pour qu'une levée des barrières douanières nous soit aussi profitable qu'elle leur est de façon évidente. Et c'est pourquoi aujourd'hui qu'on sent que les résistances ont cédé pour la plupart, il faut songer à atténuer le choc, à faire en sorte de fouetter notre production locale au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, au niveau aussi de ce que je vais appeler l'originalité. Je ne suis pas un économiste, mais pour produire des biens et des services qui puissent être exportés en Europe. Je crois que c'est certains produits d'ailleurs qui seront concernés, je ne connais pas les détails de l'accord. Mais enfin, les produits de première, les denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité, etc., etc. En fait, ce n'est pas ça d'ailleurs qui nous sortirait de l'auberge. Peut-être les produits artisanaux, peut-être certains produits industriels qui aujourd'hui sont en décrépitude en Europe et qu'on peut reprendre, les produits agroalimentaires. Pourquoi des choses qui poussent ici devraient-elles pouvoir être transformées en Europe et nous être renvoyées sous forme manufacturée, alors que nous pourrions les faire ici pendant qu'ils garderaient leur fraîcheur, pendant qu'ils n'auraient pas voyagé, pendant que c'est des terres où ils poussent qu'on les cultiverait. Si on y met de la qualité, je crois qu'on peut exporter ce qu'on produit ici, que ce soit du sucre, de la farine, de n'importe quoi, si on lui donne de la qualité. D'autant plus qu'aujourd'hui, le bio a le vent en poupe et qu'eux, ils sont complètement envahis par les OGM, etc., même quand ils ne les veulent pas, parce que les OGM sont dans le champ du voisin et ils contaminent les vôtres, etc. Nous pouvons imaginer des choses, mais il faut que les gens qui nous dirigent, et nos chercheurs aussi, s'orientent dans ce genre de choses, plutôt que comme dans certains combats qu'on mène aujourd'hui avec le cœur, comme par exemple le franc CFA, le machin truc. Il est vrai que cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous, mais vouloir traiter la question économique du franc CFA, qui ici, elle était abandonnée aujourd'hui, nous laisserait tous les États, nous créerons au Sénégal notre COPAR, les Guinéens seraient avec leur CEDI, on serait des États faibles sur le plan monétaire et le déficit commercial, la dette serait multipliée parce que ces monnaies seraient plus faibles à l'échange, etc. Il faut bien réfléchir et faire les choses avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Qu'avec le cœur, dépassionné un peu. Alors, Moussa Fassam, très rapidement aujourd'hui, avec cette question des AP, des accords de partenariat, comment l'Union africaine parviendra-t-il à assurer sa souveraineté pour financer certains aspects liés à la sécurité, surtout sur le continent? Oui, vous savez, les APE, c'est une nébuleuse. Bon, les gens spéculent là-dessus. De toute façon, le libre-échange entre des pays forts et des pays faibles privilégie toujours les pays qui sont forts, qui sont puissants, qui sont plus organisés. Donc nous, on a plus de risques à courir qu'eux. C'est pourquoi le problème fondamental de l'Afrique, je crois, doit être réglé par une harmonisation des politiques économiques, par une intégration économique. Tant qu'on reste dans le cadre de nos petits États nés, qui n'ont pas de marché, qui n'ont rien du tout, et qu'on continue de privilégier les échanges nord-sud, on va continuer à être faible, à être dominé. Parce que l'économie mondiale, tout le monde sait que l'Afrique, les États africains pris un à un, ne font même pas 2% de l'économie mondiale. Le PIB est 1%.
Donc on est insignifiant à l'échelle mondiale. Donc il faut qu'on travaille à intégrer, à défaut d'unir le continent carrément, à travailler à son intégration économique, à travailler à harmoniser. Parce que si l'Afrique est unie, elle va plus résister aux pressions extérieures. Pourquoi? Parce que si M. Donald Trump ou un autre peut tirer les ficelles pour apeurer tel ou tel autre pays, c'est parce qu'on n'est pas unis. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria ont beau être de grands pays, mais isolés des restes des pays du continent ne signifie pas grand-chose par rapport, en tout cas, aux autres puissances extérieures, exogènes. C'est la raison pour laquelle moi je pense que l'Union africaine doit être non seulement réformée, mais surtout reformatée avec vraiment des objectifs qui diffèrent de ceux de l'OIA, qui avait des objectifs minimalistes qui consistaient à intégrer l'économie, la politique, tout en respectant les frontières, le principe de non-violabilité des frontières de chaque pays, etc. Il faut qu'on remette en cause ces choses-là et faire un effort pour vraiment basculer vers le destin fédéral de l'Afrique. Le destin fédéral de l'Afrique, l'actualité en débat, c'est également ce qui se passe au Kenya avec le leader de l'opposition, Raila Odinga, qui donc a prêté ou ses partisans ont investi président ce mardi. Il continue toujours de contester ou de rejeter les résultats du dernier scrutin qui ont vu Uhuru Kenyatta accéder au pouvoir. Pape Samba Kane, comment analysez-vous cette situation à laquelle nous sommes en train d'assister présentement? Oui, cette situation me rappelle un peu quelque chose qu'on a vécu ici au Sénégal. Après les élections de 1988, que Abdoulaye Wade avait pensé avoir perdu suite à des fraudes. Et donc, il avait décidé de ne pas reconnaître le président Abdou Diouf comme président, qu'il appelait tout le temps Monsieur Diouf dans ses interviews, et se posait comme le président de la République. D'ailleurs, à l'époque, nous animions un journal satirique, le Cafard libéré, nous l'avions, Abdoulaye Wade, baptisé le président de la rue publique. Et ça me rappelle un peu cette situation parce que, sans caricaturer, je crois que Raila Odinga n'espère pas, ne fait pas ça pour avoir les coups de franche et diriger le Kenya. Il n'a pas les outils institutionnels pour le faire. Il n'aura pas la reconnaissance internationale pour le faire. Mais autant que Abdoulaye Wade l'avait fait pour marquer les esprits, occuper la rue, justement, occuper les esprits, être là, continuer la mobilisation de ses partisans, parce qu'il avait été proche d'y être lors de la dernière élection, pour que ça ne se refroidisse pas, gagner du terrain, etc., pour engranger tout cela pour la prochaine élection présidentielle. Je crois, et surtout, j'espère, parce que pour le bien de la démocratie, justement, que c'est pour cela qu'il s'est inscrit dans cette dynamique qui est un peu subversive, plutôt que, je crois, parce que ça, sinon, autrement, ça serait un coup d'État, de toute façon. Comment que ça pourrait se passer? Ça s'appellerait un coup d'État. Moussa Fassam, Kenya sous tension, Raila Odinga qui occupe la rue pour, dit-il, être le président du peuple. Aujourd'hui, cette situation au Kenya, elle vous inspire quelle réflexion? Et c'est un des signes révélateurs de maux qui gangrènent toujours le continent africain. Soit c'est le troisième mandat qu'on veut forcer, soit c'est une crise post-électorale, ou c'est le terrorisme. Mais de toute façon, pour ce qui est du cas du Kenya, je crois que Raila Odinga, à 70 ans révolus, cherche certainement à négocier, peut-être. Il veut avoir le rapport de force, peut-être, pour négocier avec celui qui est actuellement au pouvoir. Il a refusé de participer aux élections, parce que lorsque la Cour suprême a rejeté le verdict des urnes issues des premières élections, et que Raila Odinga dit qu'il n'a pas confiance à la commission électorale indépendante et qu'il ne peut pas participer à ces nouvelles élections, en tout cas à de nouvelles élections, cela dénote en tout cas un manque de confiance vis-à-vis de nos institutions. Et je crois que très souvent, si on ne discute pas et trouver des consensus forts avant l'élection, si on privilégie l'unilatéralisme, souvent on débouche à des crises post-électorales. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé au Kenya est un cas, c'est une récidive tout simplement. On a l'habitude de voir des pays organiser des élections,
celui qui est au pouvoir gagne, sort vainqueur, ce qui est courant en Afrique. Il est rare que l'inverse se passe. C'est-à-dire que les oppositions, l'opposant peut gagner, mais en Afrique, souvent, c'est les présidents en exercice qui gagnent encore, hein. Et c'est la raison pour laquelle l'actuel chef d'État kényan, en la personne de Uhuru Kenyatta, a pris des mesures un peu robustes, un peu sévères, en tout cas, tout en évitant la confrontation directe. Mais je crois qu'au bout du compte, le dernier mot va revenir parce que c'est lui qui a les rênes du pouvoir, c'est lui qui dirige. Et que l'issue que je vois pour Odinga, simplement, c'est de peut-être élever très haut la barre des enchères pour ensuite peut-être négocier, soit sous forme d'un gouvernement d'union nationale ou Premier ministre ou je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, je ne pense pas que la perspective, en tout cas, la manière dont les choses évoluent vont se faire en sa faveur. Alors, jusqu'où ira Odinga dans cette dynamique, Pape Samba Kane? Oui, ce que le professeur Sam vient d'évoquer est une possibilité. Je ne connais pas les mœurs politiques au Kenya, mais en tout cas au Sénégal, dont je prenais l'exemple tout à l'heure, l'affaire avait fini au bout de quelques années à la, je crois, première coalition gouvernementale, gouvernement d'union nationale, je ne sais plus, gouvernement de etc., entre l'entrée en tout cas du PDS au gouvernement de Diouf. Donc si les mœurs politiques au Kenya peuvent le permettre, c'est une réelle possibilité, mais je crois personnellement que même si ces mœurs sont différentes, ce ne serait pas une voie à issue, ça serait une voie sans issue. Ça serait encore la confrontation au bout du compte, parce que de toute façon, il y a un pouvoir installé, institutionnellement reconnu dans un pays quand même, où il a été possible qu'un juge annule des élections qui ont été gagnées par le pouvoir en place. Ce qui avait été accueilli comme un vent de fraîcheur, en tout cas démocratique, par le monde entier, l'Afrique en particulier, en Afrique en particulier. Donc je crois que c'est comme ça, c'est l'opposition en Afrique est plus difficile peut-être qu'ailleurs, c'est le difficile qui est le chemin, disait l'autre. Raila Odinga devrait faire avec cette difficulté que si, je le pense, il aboutissait à quoi que ce soit qui enlèverait l'actuel président institutionnellement installé pour se mettre lui-même, ça s'appellerait de toute façon un coup d'État et ça ne serait pas bien pour le Kenya qui est quand même dans une dynamique démocratique, imparfaite certainement comme chez nous tous, mais qui promet un peu de déboucher sur quelque chose de fiable, de viable. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir Papa Samba Kane, éditorialiste, journaliste, écrivain, formateur. Merci Papa Samba Kane. Avec nous également Moustapha Sam, docteur en communication politique et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci messieurs donc d'être venus sur Médian TV Afrique. Merci également à vous, grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.